Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voix et faire entendre leur voix. Mon invitée du jour est une jeune femme entrepreneure, engagée, audacieuse et ambitieuse. Fatou Ndiaye a créé ces dernières années pas moins de 5 entreprises et s'engage activement pour l'empowerment féminin au travers de différentes initiatives. Elle a d'ailleurs lancé en 2021 la Journée internationale des femmes d'impact sous le haut marrainage de la ministre Elisabeth Moreno. Sans plus tarder, rejoignons mon invitée Fatou Ndiaye. Bonjour Fatou. Bonjour Laura. Fatou, merci d'être sur le plateau de Femmes de légende aujourd'hui. C'est un plaisir, merci pour l'invitation. Alors Fatou, vous êtes multicasquette, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai la sensation que vous n'aimez pas trop les cases, et vous avez bien raison. Vous êtes serial entrepreneuse avec 5 entreprises à votre actif, vous êtes autrice, vous êtes conférencière, vous êtes experte aux Nations Unies sur le sujet de la blockchain, vous êtes aussi mannequin et membre de différents boards d'entreprises, donc effectivement vous n'aimez pas les cases. Alors Fatou, ma première question c'est quel est finalement le moteur derrière toutes ces actions, quelle est l'impulsion finalement derrière tout ça? C'est une bonne question, je pense que l'impulsion derrière tout ça c'est des valeurs. C'est des valeurs que je porte, c'est des valeurs d'impact, c'est des valeurs de collectif et c'est des valeurs d'amour et de travail en commun. Et l'audace aussi, et l'audace qu'on mentionnait et qui est très présente dans vos actions. Est-ce que Fatou, vous avez eu un ou plusieurs rôles modèles finalement féminins dans vos jeunes années qui vous ont inspiré plus que d'autres? Oui, je lisais beaucoup quand j'étais petite, ouais. Donc c'était beaucoup de héros de livres, Arthur, Ulysse, et en grandissant c'était plutôt des femmes impactantes comme Oprah Winfrey. Oprah Winfrey par exemple, oui. D'accord. Et justement, est-ce que vous mentionnez des héros masculins? Est-ce que en tant que jeune femme noire en France, vous avez eu le sentiment d'avoir suffisamment de modèles, de supports d'identification, ou est-ce que vous avez eu le sentiment d'en manquer ou d'avoir que des modèles masculins? Je pense que j'avais énormément de modèles masculins, notamment dans les livres que je lisais. J'étais une très très grande lectrice. Et ensuite, en grandissant, que ce soit à l'école, les professeurs que j'avais, à la télé, dans les médias, je voyais pas vraiment de personnes qui me ressemblent, que ce soit des femmes impactantes, des femmes noires, des femmes venant de la diaspora. Et j'ai grandi beaucoup aussi à l'international parce que je suis partie à 20 ans de France. D'accord. Et là, c'était plutôt... je me suis plus reconnue, je pense, dans les profils internationaux que dans les profils français. Et je pense que c'était plutôt dû à des valeurs ou à à cette audace, je pense. Ouais. Je voyais plus cette audace dans le monde anglo-saxon qu'en France. D'accord. Et votre maman également, vous me disiez, est un modèle d'inspiration pour vous. Vous venez d'une famille nombreuse? Oui, on est 6 frères et sœurs. D'accord. Enfin 7 frères et sœurs du coup. Et ma mère a toujours été là, nous accompagner pour faire nos devoirs. Et par exemple aujourd'hui, à la retraite, elle est en train de passer son code et son permis. C'est quand même dingue. C'est très bien, il n'y a pas d'âge, exactement. Oui. Fatou, on porte souvent un regard parfois biaisé, moins assumé sur le sujet de l'ambition féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez comme ambitieuse? Et qu'est-ce que revêt finalement ce terme? Je n'ai pas peur de dire que je suis ambitieuse. Et je pense que j'ai toujours été, que ce soit dans les différents métiers que j'ai faits, dans les différentes carrières que j'ai eues, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition, mais je ne voyais pas ça comme de l'ambition. Je voyais plutôt ça comme du bon sens. Comment est-ce que je fais pour faire mieux, pour améliorer les choses existantes? Et du coup, comment je fais pour monter en grade, ce qui me permet de prendre plus de décisions et d'avoir plus d'impact. On en revient encore à l'impact. Complètement. Donc pour moi, l'ambition, ce n'est pas du tout un gros mot. Au contraire, c'est un mot qu'on devrait, en tant que femme, prendre. Et c'est surtout un mot qui est universel et qui correspond aux hommes et aux femmes. Donc oui, les femmes doivent être plus ambitieuses. Malheureusement, c'est peut-être pas encore assez le cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé certains de mes projets. C'est pour pousser les femmes à être plus ambitieuses parce que je pense que c'est quelque chose qui va bénéficier à tous et à toutes. Ouais. En termes d'économie, en termes de représentativité. On a besoin de femmes ambitieuses, on a besoin de femmes qui changent les choses. Complètement. Et les petites filles qui sont aujourd'hui justement en pleine construction ont aussi besoin de voir que ce mot peut avoir une consonance tout à fait positive et en ayant de l'impact notamment. Tout à fait. Et je pense que l'ambition va également avec les rêves. C'est plus on a de rêves, plus on est ambitieux. Sauf que quand on est jeune, on nous dit souvent « Ah non, mais t'es une rêveuse ». Mais c'est négatif. Ouais. En fait, non.
Rêver, c'est positif parce qu'on a besoin de créer des choses qui n'existent pas. On a besoin, surtout en plus là, avec tout ce qui est transition climatique, les échéances qui arrivent, on a besoin de créer des choses qui nous permettent d'enlever le plastique. Et ça fait partie du monde des rêves aujourd'hui. Ouais. Et ensuite, l'ambition permet de passer à l'action. Oui, le rêve impulse l'action complètement. Et d'ailleurs, vous le mentionnez, vous avez eu des expériences à l'international, à Singapour, en Australie. Alors, vous êtes parti à 20 ans. Qu'est-ce que vous avez fait et combien de temps vous avez passé à l'étranger ? Donc, grâce à mes livres, j'ai toujours rêvé de voyager. C'était mon grand rêve de petite fille. Et c'est pour ça que j'ai fait un diplôme en commerce international chez Kedge. Et première expérience internationale, c'était le Jakarta. Donc, je suis partie en Indonésie. Très mauvaise expérience, mais qui m'a permis de découvrir Singapour. Pourquoi mauvaise expérience En tant que femme noire en Indonésie, et surtout à Jakarta, c'était très compliqué. Les gens me riaient au nez parce que quand on est noir à Jakarta, en fait, c'est la caste la plus inférieure de la population. Et donc les regards des gens étaient très très difficiles à vivre. Mais ça m'a permis de découvrir la ville de Singapour. Intéressant, ça ne vous a pas freiné justement en vous disant finalement je vais rentrer en France, je ne veux plus aller à l'international? Non, ça vous a donné envie d'aller ailleurs mais de continuer à explorer un autre univers? Oui, parce que j'ai quand même découvert à Jakarta la vie en Asie, les différentes cultures, j'ai appris le bahasa. Enfin, c'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi, même s'il y avait ces côtés négatifs. Ça ne m'a pas empêché d'adorer découvrir toutes ces cultures. Bien sûr. Donc ensuite Singapour. Oui, Singapour. Et là, je deviens business developer pour une entreprise pharmaceutique. Et là, je réalise le reste de mon rêve qui est de voyager dans tout le monde entier. D'accord. Donc, grâce à ce job, je me retrouve en Iran, en Afrique du Sud, en Thaïlande, je vais au Vietnam tous les mois. Enfin bref, la carrière internationale par excellence. Au bout de 3 ans, je m'ennuie. Du coup, je pars faire un petit tour d'Amérique du Sud avec mon backpack, en sac à dos. Très belle expérience de 3 mois avant de retourner à Singapour pour créer ma première entreprise. Laquelle? Little Pixie Box. D'accord. Donc j'ai créé une agence événementielle pour enfants. Je faisais des anniversaires pour enfants. Très bien. Et ensuite, vous avez été en Australie. Exactement. Donc vraiment quasiment un tour, là où les différents continents sont bien représentés. Oui, c'était extraordinaire cette expérience en Australie. Quand j'y suis retournée, par contre, j'ai repris ma casquette de commerce international, donc mon diplôme, je l'ai réutilisé et j'étais consultante pour un petit cabinet avant de devenir directrice chez KPMG, où j'ai développé tout un département. Alors les valeurs que vous mentionniez tout à l'heure, l'audace, l'impact, l'ambition, est-ce que vous les avez retrouvées dans un pays plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y a vraiment un point d'ancrage où vous vous êtes dit, voilà, ça correspond aux valeurs qui sont importantes pour moi? Je pense que la notion de collectif, je l'ai plus ressentie en Australie, du fait que c'était plus facile de créer des liens avec la population locale. Difficulté que j'avais à Singapour et que j'ai pas du tout eu en Australie, c'était très facile de créer des communautés. Et j'ai d'ailleurs créé un groupe qui s'appelle Ladies Who Brunch, où j'invitais 10 personnes qui avaient le droit d'ajouter un plus 1 au brunch. Et ce plus 1 devait être une personne qui les inspire. Donc, d'accord, ladies, donc il y avait le sujet des femmes qui étaient déjà présents. En plus, il y a la nourriture donc, qui regroupe autour du collectif. D'accord, très bien. Fatou, est-ce que vous pouvez nous parler de l'entreprise qui vous occupe le plus en ce moment? Parce que je le mentionnais, vous avez créé pas moins de 5 entreprises. J'aimerais qu'on parle un petit peu de The Great Village, qui est justement centré autour du collectif. Qu'est-ce que c'est que The Great Village? Quel est le business model? Racontez-nous un petit peu. Donc, The Great Village, c'est né d'un rêve. C'est le rêve que chacun et chacune puisse réaliser ses rêves. Sauf qu'à chaque fois qu'on demandait aux gens « c'est quoi ton rêve ?», les gens répondaient à la question et ajoutaient « oui, mais j'ai pas d'argent ». Et on s'est rendu compte qu'en fait, le frein pour beaucoup de gens, pour passer à l'action, c'était le manque d'argent. On s'est dit « comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette problématique ?» En remettant le troc à l'ordre du jour. Donc Great Village, c'est un écosystème, c'est une communauté de troc où chacun et chacune peut offrir une compétence, un outil ou une connexion pour aider un entrepreneur ou un dirigeant à faire grossir son entreprise. Donc c'est du troc entre entreprises, donc du troc B2B, qui n'existait pas vraiment, qui était très rare en France. Et aujourd'hui, on a troqué l'équivalent de 5 millions d'euros. On a plus de 3000 membres qui ont troqué chez nous. On a troqué avec Accor des chambres d'hôtel, on a troqué des bouteilles de vin. Enfin voilà. Et maintenant, aujourd'hui, nos membres troquent entre eux. Et alors, les chambres d'hôtel, par exemple, elles se troquent contre quoi, par exemple? Donc, on est parti à New York sans argent pendant une semaine avec 10 entrepreneuses. Wow. Donc, chacune a apporté ce qu'elle avait à apporter pour atteindre cet objectif commun qui était de réussir ce défi complètement fou. Et ces chambres d'hôtel, donc le Novotel Times Square, on les a troquées contre
Un photoshoot, cours de yoga, de la visibilité sur les réseaux. Donc voilà, on a proposé plusieurs options à la direction et eux ont choisi ce qui leur correspondait le plus. Oui, donc il y a une sorte de système D et en même temps, chacune va apporter sa valeur qui montre qu'on peut réaliser finalement ses rêves avec des systèmes parfois un petit peu parallèles que les voies plus conventionnelles quelque part. Tout à fait. Et on retrouve l'audace. L'audace et le collectif, exactement. Alors Fatou, quand on cumule autant d'activités, le sujet de la gestion du temps, qui plus est quand même pour les femmes qui, on le sait, ont encore plus de charges mentales, charges des tâches ménagères et autres, qu'elles aient des enfants ou non, mais le sujet du temps est très présent. Comment est-ce que vous organisez au quotidien pour avoir une bonne gestion de votre agenda ? Alors la première chose qui est très importante pour moi, c'est le sommeil. Donc en fait, en numéro 1 dans ma liste, c'est dormir 8 heures. D'accord, important. Très important. Et ensuite, tout le reste découle. Par rapport à ma gestion du temps, vu que j'ai plusieurs entreprises en parallèle, j'ai des créneaux horaires pour chaque entreprise. Donc comme ça, au moins, je m'organise tel quel. Et quand j'ai des urgences, je fais avec les urgences. Et je m'autorise toujours du temps dans mon week-end, souvent une journée où je fais un brunch avec mes amis. Donc garder mes amis et prendre du temps pour eux, pour moi, c'est hyper important et pour ma famille. Et le fait que j'ai pas d'enfants, je pense, aide dans le fait que j'ai plus de temps pour gérer mon emploi du temps. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler, Fatou, aussi de The Wonders, qui est justement engagé autour de l'empowerment féminin. Quelles sont les actions que vous menez ? Et je crois que c'est l'une de vos activités principales aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est né de mon expérience au sein de Great Village. Donc comme tu l'as dit, l'audace, c'est la clé pour troquer. Et malheureusement, les femmes manquent d'audace aujourd'hui. Et il y a un chiffre fort qui m'a marqué, c'est le fait que 92% des femmes ont un projet qu'elles ne lancent pas. Incroyable. C'est incroyable. Et ce chiffre est notamment dû à un manque de confiance en soi et à un manque d'audace. Et c'est comme ça qu'est né The Wonders. Je me suis dit, quelles sont les clés qui, moi, m'ont permis de lancer autant de projets ? À quoi ça ressemblerait si je créais un programme ? Et c'est comme ça qu'est né le premier bootcamp de l'association, qui était dédié à booster l'audace des femmes, où je leur lance des défis tous les jours. D'accord. Donc c'est parti de là. On va en reparler parce qu'effectivement, manque d'audace, manque de confiance en soi et le sujet aussi que vous mentionniez, de l'argent, qui n'est pas le seul frein mais qui peut en représenter un et on va voir que vous mettez en place des initiatives qui leur font trouver des solutions justement pour mener à bien leurs rêves. Vous avez aussi passé, Fatou, à un moment donné dans votre vie, 1 an en situation de mobilité réduite. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a changé dans votre perception de la vie ? Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au volleyball, j'étais très sportive et quand j'avais 12-13 ans, un jour j'étais au sport, j'arrivais plus à marcher. Donc mes jambes n'arrivaient pas à avancer et j'ai fait 6 mois de rendez-vous médicaux où on m'a dit qu'en fait j'avais de l'arthrose au niveau des hanches et que je devais être alitée pendant 6 mois. Donc j'ai été mise dans un centre de rééducation et pendant 6 mois j'étais sur un lit, je n'avais pas le droit de me redresser et j'avais 5 kilos qui tiraient chacune de mes jambes dans l'espoir que ça se reconstruise et que ça aille mieux. Et au bout de 6 mois ça n'allait pas mieux et du coup j'ai dû avoir des prothèses de hanche. Donc j'ai des prothèses de hanche depuis maintenant une vingtaine d'années. D'accord. Donc j'ai appris à vivre avec, mais cette expérience alitée au final, pour moi ça a été une expérience de liberté. Je sais, ça semble contradictoire. Oui, mais c'est intéressant justement. Et pourquoi de liberté justement ? Parce que j'ai grandi dans un écosystème sénégalais. Donc mes parents sont sénégalais, ils ont immigré du pays. Et chez nous, c'était très sénégalais. Donc on mangeait sénégalais, on parle sénégalais. Et par contre, à l'école, c'est très français, on parle français, etc. Donc en fait, j'ai toujours vécu entre ces deux mondes. Double culture à 100%. Et en fait, pendant 1 an, j'avais qu'une seule culture. Donc en termes de charge mentale, en termes de personnalité, j'ai vraiment pu me révéler. Parce que j'avais beaucoup moins de cadres. En fait, j'avais 50% de cadres en moins, ce qui fait que j'avais 50% de liberté en plus. Bien sûr. Donc pour moi, cette expérience a été synonyme de liberté et ça m'a également permis de développer ma créativité. Parce qu'on avait énormément d'activités dans ce centre. Enfin, moi, j'ai adoré mon expérience au centre. Malgré mon lit roulant ou mon fauteuil roulant pendant 6 mois et mes béquilles, j'ai adoré cette expérience. Paradoxalement, ça a été un accélérateur de vie. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce que souvent, on se rend compte que ce qu'on peut percevoir comme des échecs sont en fait des étapes vers un prochain succès. Exactement. Et donc, ce que vous dites en est un peu l'illustration. Et également qu'il faut savoir tourner les contraintes en opportunités. Et c'est vrai que j'avais cette contrainte d'être dans un centre de rééducation pendant 1 an, d'être alitée, etc. Mais quelle était l'opportunité ? Bien sûr. Et j'ai réussi à la trouver. Et je pense que dans toutes les contraintes qui existent dans le monde ou chez chacun et chacune, il y a toujours des opportunités, mais il faut avoir cette audace, ce courage pour se sortir de cet état d'esprit. Accepter de les voir. Exactement. Et d'ailleurs, le mot crise en chinois s'écrit en 2 caractères, danger et opportunité. Ouais, exactement. Donc, intéressant. Comment est-ce que votre engagement
pour les femmes est née, parce que The Wonders, et puis la journée dont on va reparler que vous avez lancée en 2021, la journée internationale des femmes d'impact, est vraiment centrée autour de l'empowerment féminin, autour de l'audace féminine. Pourquoi est-ce que le sujet des femmes vous a particulièrement intéressé? C'est une bonne question et en fait on me l'a déjà posé, ce qui m'a amené à y réfléchir. Je pense que j'ai grandi dans un univers très féminin au final, parce qu'on est 6 sœurs et un frère. D'accord. Et ma mère a toujours eu son groupe de copines avec qui elle fait ses tontines. Et en fait j'ai grandi en voyant ce que c'était que la sororité. Ouais. Et je pense que ça, c'est resté à l'intérieur de moi, mais sans que je m'en rende compte. Et à Singapour, j'avais mon groupe de copines. À Sydney, j'ai créé le Ladies Who Brunch, où on se rassemblait entre femmes inspirantes. Et ça s'est transformé en entreprise après Great Village, où je me suis rendu compte qu'il fallait donner plus de clés aux femmes pour qu'elles puissent se révéler, avoir plus d'ambition. Et c'est comme ça qu'est né The Wonders. Donc je pense que ce désir d'aider les femmes, c'est né de là, mais c'est également né d'un constat que le monde d'aujourd'hui doit être à 50% par les femmes et par les hommes. Bien sûr. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire chacun et chacune pour avoir plus d'équité? Et donc, concrètement, The Wonders, ce sont des programmes à la fois pour le B2C, donc le grand public, et pour le B2B, pour les entreprises. Vous parliez de défis. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour The Wonders, mais concrètement, je suis une entreprise, j'ai envie de lancer un programme. Comment ça se passe? Tu vas me demander, Fatou, qu'est-ce que vous faites exactement chez The Wonders? On va expliquer quels sont les programmes qu'on met en place. Et c'est souvent des programmes de 12 semaines où on lance 12 défis aux salariés, aux collaboratrices, afin qu'elles boostent et qu'elles musclent leur audace. Parce que pour moi, en fait, l'audace, c'est un muscle qu'on travaille. Et c'est comme les autres muscles, plus on va le travailler, plus on va l'entretenir, plus il va se muscler. Donc plus on va devenir audacieuse, plus on va devenir ambitieuse. Donc il y a un lien. Et en lançant des défis, en fait, ça te permet de muscler son audace. Et sa confiance en soi. Et sa confiance en soi. Parce qu'en fait, on va relever le défi et on va se dire « Ah, mais au début, je croyais que c'était impossible et j'y suis arrivée en un temps record. Parce que les défis, du coup, on a 7 jours pour les relever. Et à chaque fois qu'on en relève un, en fait, ça permet de muscler son audace, ça permet de prendre confiance en soi. Les défis deviennent de plus en plus difficiles, mais on les relève de plus en plus facilement parce qu'on a plus d'audace. Et il y a un aspect ludique également. Complètement. Alors, c'est très ludique et interactif. Ce sont des défis à réaliser à l'intérieur de l'entreprise ou bien dans la vie personnelle ou les deux? Les deux. Donc, nous, ce qu'on donne dans les programmes, c'est 33% d'audace. Et ensuite, les 67% restants du programme, ça peut être soit du contenu plus soft skills ou du contenu plus hard skills qui va être décidé avec l'entreprise. Donc 33% de défis et le reste sur les... 100% de défis. D'accord, 100% mais de défis. 33% des défis sont les défis audacieux qui permettent de développer sa confiance en soi, son audace. Et ensuite, les autres défis, ça peut être créer un pitch de présentation selon de la son spécificité des salariés que vous accompagnez. Exactement. Très bien. Et alors, à quel moment intervient le sens du collectif, justement, qui est l'une de vos valeurs et qui est aussi au cœur de The Wonders? Tout à fait, dès le début. Donc en fait, on a des cohortes et c'est toujours des cohortes par groupe de 7. Donc on peut avoir 3 cohortes en parallèle, donc à savoir 21 salariés en même temps. Le groupe de 7 va devoir réaliser certains des défis en commun. Ensuite, il y aura beaucoup de partage d'expérience, partage de comment je me suis sentie par rapport à un défi, des feedbacks réguliers, des feedbacks, etc. Donc tout se fait par petits groupes. Donc 7, pourquoi? Parce que le chiffre parfait pour l'intelligence collective, c'est 7. Et nous, on fait beaucoup d'ateliers d'intelligence collective au sein de nos programmes. C'est pas un nombre pair, finalement? Non. Intéressant. C'est 7 moins 2 plus 2. Donc soit 5, 7 ou 9. Très bien. Alors, je le mentionnais, vous avez lancé en 2021 la Journée internationale des femmes d'impact sous le haut marrainage de la ministre Elisabeth Moreno. En quoi consistait cette journée? Quelle est la date de l'édition de 2022 et qu'est-ce qui s'y passe? Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en termes d'audace et d'inspiration, aujourd'hui en France, et c'est la première question que tu m'as posée, on manque de rôle modèle. Sauf que ces rôles modèles existent, juste elles sont invisibles. Et c'est pour ça qu'on a créé cette journée internationale, c'est pour mettre en lumière ces femmes de toute la France, venant de différents types de métiers, et de les montrer aux nouvelles générations afin de les inspirer à passer à l'action. Donc c'est comme ça qu'est née cette journée internationale des femmes d'impact. À quoi ressemble cette journée? Donc c'est tous les ans, le 11 octobre. Tous les 11 octobre, on va remettre 77 trophées à 77 femmes venant de 8 catégories différentes. D'accord. Donc on a remis des trophées à des salariés qui créent de l'impact, à des entrepreneuses qui créent de l'impact. On a également remis des trophées à des artistes, des influenceuses, des héroïnes de première ligne. Et on a même une catégorie hors catégorie. Parce qu'on croit que des hommes peuvent également recevoir le prix, mais également des personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Donc les hommes peuvent aussi recevoir un prix en fonction de leur investissement, de l'impact qu'ils ont sur le sujet du féminin notamment, mais très bien. Donc c'est inclusif.
Tout à fait. Fatou, je voudrais aussi qu'on parle de mode, parce que, je le mentionnais, vous êtes mannequin, ça n'aurait échappé à personne que la mode est importante pour vous. Ma question, c'est, on parle d'audace, on parle d'empowerment féminin, de confiance en soi. Selon vous, quel rôle la mode joue-t-elle pour justement, quelque part, aider à construire la confiance en soi des je peux femmes parler de mon particulièrement? expérience. Ouais. Merci. Je peux parler de mon expérience personnelle. Je peux Bien parler sûr. de mon expérience personnelle. Moi, en tant que femme, mes vêtements, c'est mon armure. Donc j'ai toujours adoré la mode, j'ai toujours aimé m'habiller. D'ailleurs, quand je travaillais chez KPMG, j'arrivais habillée en costard jaune, en costard rouge, et les gens me regardaient en me disant mais elle est complètement folle. À la Défense, c'est ça? À la Défense, Oui, là où ils sont tous... c'était à Sydney, mais oui, c'est la D'accord, Défense de c'est Sydney. pareil. Exactement. Donc tout le monde habillé en gris, enfin 80% des gens habillés en gris. Et moi, je débarquais avec mon costard rouge. Et ça me donnait du pouvoir, en fait. Mes vêtements me donnaient ce pouvoir d'être moi. Et en fait, je pense que ça également, ça fait passer un message. Et je pense que c'est également la même chose avec ma coupe. Aujourd'hui, ça fait passer un message de confiance, d'audace. Et j'aime beaucoup la quote « Fake it until you make it ». Oui, Donc, qui veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça arrive quelque part. Exactement. Et je pense que moi, les vêtements peuvent aider à faire ce fake it. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Ou la première projection, du coup, elle est visuelle. Les gens se disent, bon voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Et ça m'aidait moi-même à avoir confiance en moi et ça m'a aidé à construire ma propre confiance en moi. C'est comme si en fait les éléments extérieurs venaient nourrir une confiance intérieure et la co-construire au fil du temps quelque part. Fatou, selon vous, quel est le tabou le plus persistant dont les femmes souffrent encore aujourd'hui et qui justement, vous mentionniez 92% des femmes ont un projet mais qu'elles n'osent pas lancer. Et quel est le tabou finalement qui les empêche le plus d'oser selon vous? Je pense que, je ne sais pas si c'est un tabou, mais je pense que c'est des codes de la société. C'est qu'on a une attente aujourd'hui des femmes, on parlait de charge mentale, on a une attente aujourd'hui du fait que voilà, c'est les femmes qui portent les enfants, c'est les femmes qu'on attend, enfin c'est une maman qu'on va appeler quand il y a un problème à l'école, et non pas le papa alors qu'au final c'est 50-50. Donc je pense qu'il y a des attentes de la société qui font que les femmes vont soit se mettre plus de côté, et par exemple il y a des études qui montrent que dès l'école, dans une cour de récréation, les petites filles prendront 1/3 de l'espace, tandis que les garçons prendront 2/3 de l'espace. Et en fait, je pense que cet aspect visuel, on le retrouve dans la société. Et malheureusement, aujourd'hui, en termes de tabou, les femmes prennent moins de place, elles prennent moins leur voix afin de dire vraiment ce qu'elles pensent. Et donc, du coup, se battre contre ces codes qui existent et qui ne devraient pas. Mais effectivement, c'est passionnant parce que la cour de récréation, c'est l'espace public, mais version initiale. Et c'est vrai que les petites filles occupent beaucoup moins d'espace, même dès la cour de récréation. Ah, mais oui, les garçons jouent au foot. Absolument. Et les filles, elles sont dans un coin. Dans un petit coin, tout à fait. Très bien. Fatou, je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence de cette émission, Entre vous et moi. Alors Fatou, cette séquence s'appelle Entre vous et moi. L'idée, c'est que je vous pose une série de questions et que vous puissiez répondre du tac au tac. Ça vous va? Très bien. C'est parti. En 2022, plus facile d'être un homme ou une femme? Un homme, malheureusement. Qu'est-ce que vous diriez à la petite fille que vous avez été? Crois en toi et écoute ton père. L'union fait vraiment la force. Une femme qui vous fascine particulièrement encore aujourd'hui? Léna Situation. Oui, tout à fait, l'influenceuse, c'est ça. Et pourquoi? Elle me fascine. Notamment, c'était parce qu'elle est l'une des femmes les plus influentes dans le monde de la mode, du haut de ses 24 ans et avec toute son authenticité. Complètement. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous aviez été un homme? Tout. Vous êtes féministe, mais humaniste. D'accord. Les deux sont parfois opposés, vous pensez? À cause des codes de la société, oui, alors qu'en fait, pour moi, féministe égale humaniste. Le féminisme est peut-être un humanisme, exactement, quelque part, ouais. Qu'est-ce qui vous met en colère? L'injustice. Quelle est votre plus grande peur? De me réveiller à 80 ans et d'avoir des regrets. Et vous en parlez sur The Wonders, ça justement, c'est bien écrit, on sent que ça a été pensé. En 2022, quel est pour vous le défi majeur des femmes en France? De redéfinir la place de la femme dans la société. Et à l'international, pour vous, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Le stéréotype le plus difficile à dépasser, alors pour vous ou pour les femmes en général? Sois belle et tais-toi. Une citation ou une maxime qui vous inspire? Follow your dreams, the future is in your head. C'est un astronaute canadien qui l'a dit et ça veut dire suis tes rêves, le futur est déjà dans ta tête.
Une phrase qui marche à tous les coups pour balayer un commentaire sexiste. Ou le silence. Oui, je pense que soit le silence, soit... Et du coup, votre mère, c'est une femme? Ouais, ça peut aussi marcher. Et finalement, on est en plein dans le sujet dont on a parlé. Qu'est-ce qui manque principalement aux femmes pour oser plus? The Wonders. The Wonders, très bonne réponse. Eh bien justement, Fatou, merci beaucoup pour votre présence. Et on peut retrouver vos actualités alors sur les différents médias, sur LinkedIn, sur Instagram et aussi sur votre site thewonders.co. C'est bien ça? Exactement. Merci d'avoir été mon invitée. Merci beaucoup Laura, c'était un réel plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Femmes de légende. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée hors du commun. Et en attendant, n'oubliez pas, il ne tient qu'à vous de rentrer dans la légende. À bientôt.